Bonjour à tous, aujourd'hui je vais corriger un devoir sur la description d'un mouvement, donc c'est un chapitre de seconde. Alors ce devoir comporte plusieurs exercices et ces exercices permettent d'aborder toutes les notions, les compétences, les connaissances à connaître quand on a un devoir sur la description d'un mouvement. Alors le premier exercice porte sur le décollage d'un hélicoptère. Alors, on te dit qu'un hélicoptère effectue une opération de secours. Avant de décoller, ses pales, donc ses hélices si tu préfères, tournent à vitesse constante et après le décollage, l'hélicoptère s'élève verticalement au-dessus du sol à vitesse constante. Et on te demande de définir un système qui décrit dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire on cherche un objet qui, dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire par rapport au sol, va décrire un mouvement circulaire uniforme avant le décollage. Donc qu'est-ce qui peut en gros avoir une trajectoire de cercle et qui, on va dire, balaie ce cercle à vitesse constante. Bon, eh bien, dans le contexte de l'exercice, ce sont les pales de l'hélicoptère qui vont décrire ce mouvement avant le décollage. Et on cherche un système, c'est-à-dire un objet, qui va décrire par rapport au sol un mouvement rectiligne uniforme après le décollage. Donc un mouvement rectiligne, ça veut dire que la trajectoire sera une ligne droite, et uniforme, ça veut dire que cet objet ira à vitesse constante. Et on est après le décollage. Bon, eh bien, une idée, ça pourrait être la cabine de l'hélicoptère. Deuxième question. On te demande de décrire le mouvement de chaque système. Donc ça va être les pales et la cabine de l'hélicoptère après le décollage, mais cette fois pas dans le référentiel terrestre, mais dans le référentiel de la cabine de l'hélicoptère. Ça veut dire du point de vue, si tu préfères, du pilote de l'hélicoptère qui sera dans la cabine. Alors, si on prend les pales, pour le pilote, les pales, elles vont tourner à vitesse constante. Donc, si elles tournent, elles ont une trajectoire qui sera un cercle et la vitesse des pales sera la même, enfin la valeur de la vitesse sera la même au cours du temps. Donc, c'est pour ça que les pales auront un mouvement circulaire uniforme. Et quel sera le mouvement de la cabine par rapport à la cabine de l'hélicoptère? Forcément, dans le référentiel de la cabine sera immobile. Si vous préférez, dans le référentiel de la cabine, le pilote, il est au repos. Et dernière question, expliquez pourquoi après le décollage, il n'est pas judicieux de modéliser l'hélicoptère par un point pour étudier son mouvement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'après le décollage, même avant d'ailleurs, tous les points de l'hélicoptère n'ont pas le même mouvement. Par exemple, si je prends un point de la carcasse de l'hélicoptère après le décollage, il aura un mouvement rectiligne uniforme. Donc une trajectoire en ligne droite et il va se déplacer à vitesse constante. Si je prends un autre point qui sera un point, par exemple, d'une pale de l'hélicoptère, après le décollage, ça fera une sorte de spirale, ça sera même une spirale. Donc, sur l'hélicoptère, tous les points n'ont pas le même mouvement. Or, ramener l'hélicoptère à un point, c'est ce que je mets, modéliser l'hélicoptère par un point, tout simplement, ça va entraîner une perte d'information sur le mouvement de l'hélicoptère. On aura simplement le mouvement de la carcasse de l'hélicoptère. On ne pourra pas avoir le mouvement des pales de l'hélicoptère. Or, c'est bien ce mouvement des pales qui permet d'expliquer pourquoi l'hélicoptère va tourner, monter ou descendre. Le deuxième exercice porte sur un lob au tennis. Donc c'est en gros quand un lob, c'est le fait de frapper une balle de manière à ce qu'elle monte suffisamment haut, de manière à passer un joueur qui pourrait être au filet. Et voilà, tout simplement. Et donc, on va réaliser une chronophotographie de ce lobe. C'est ce que j'ai mis, de cette balle, dans le référentiel terrestre. Alors, la chronophotographie, on va la voir au slide suivant. Et on te dit que la durée qui sépare deux images successives est de 100 millisecondes. Et il y a deux questions.
première question de décrire le mouvement du centre de la balle entre les positions 1 et 10 et de justifier. Et la deuxième question est exactement la même, mais cette fois c'est entre les positions 10 et 18. Alors, je retourne sur la première question et on voit bien ici la chronophotographie. Donc une chronophotographie, ça consiste bien là à prendre en photo la balle toutes les 100 millisecondes et de superposer ces photos sur une même image. Et là, on doit décrire le mouvement de la balle entre les positions 1 et la position 10. Quand on doit décrire un mouvement, on doit parler de 2 points. Premier point, la trajectoire. Deuxième point, comment évolue, comment varie la vitesse de la balle. Donc on va déjà parler de la trajectoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de la trajectoire? Est-ce que la trajectoire est une ligne droite? Non. Est-ce que la trajectoire est un cercle? Non. Donc la trajectoire, elle est quelconque. Pour les élèves qui connaissent, c'est une parabole. Et si la trajectoire est quelconque, eh bien le mouvement, il sera curviligne. Donc premier point. Deuxième point, il faut parler de la vitesse. Quand on regarde la chronophotographie entre les positions 1 et 10, on peut voir que la vitesse de la balle va diminuer au cours du temps. Comment est-ce qu'on voit que la vitesse de la balle diminue au cours du temps? Eh bien, tout simplement, on regarde la distance parcourue par la balle entre chaque position successive et on voit que cette distance, eh bien, elle est de plus en plus petite. Donc ça justifie que la vitesse de la balle diminue au cours du temps. Si la vitesse de la balle diminue au cours du temps, ça veut dire que le mouvement il n'est pas uniforme. Et on peut même dire que le mouvement est ralenti ou bien décéléré. C'est ce que j'ai mis. Entre les positions 1 et 10, la vitesse de la balle diminue. Pourquoi? Puisque la distance entre deux positions successives est de plus en plus petite. Donc le mouvement est non uniforme, ou on peut même dire ralenti. C'est plus précis de dire ralenti. Non uniforme, ça veut dire que la vitesse, que la valeur de la vitesse n'est pas la même au cours du temps. Je fais une petite précision. Certains élèves disent ici que la vitesse décélère. C'est faux. Une vitesse ne peut pas décélérer. Ce qui décélère, c'est la balle. Donc je passe à la deuxième question. Il fallait décrire le mouvement du centre de la balle entre les positions 10 et les positions 18. Donc quand on veut décrire le mouvement d'un objet, on doit décrire 2 points, la trajectoire et la vitesse. Donc on va regarder la trajectoire entre la position 10 et la position 18. Est-ce que cette trajectoire est une droite? Non. Est-ce que cette trajectoire est un cercle? Non. Cette trajectoire est quelconque. Pour ceux qui connaissent, c'est une parabole. Donc, si c'est une trajectoire quelconque, le mouvement est curviligne. Alors, pour ceux qui connaissent, si la trajectoire est une parabole, le mouvement est parabolique. Maintenant, je vais regarder l'évolution de la vitesse. Pour voir l'évolution de la vitesse, eh bien, je vais regarder la distance parcourue par la balle entre chaque position successive. Et je vois que cette distance, elle augmente. Si la distance augmente, eh bien ça signifie que la vitesse de la balle augmente au cours du temps. Donc, ça signifie que la balle va accélérer. Donc, que le mouvement ne sera pas uniforme, mais qu'il sera accéléré. Donc, c'est ce que j'ai mis. Entre les positions 10 et 18, la vitesse de la balle augmente. Pourquoi? Puisque la distance entre deux positions successives est de plus en plus grande. Le mouvement est donc non uniforme et on peut être plus précis en disant qu'il est accéléré. Le troisième exercice porte sur un palais de hockey. Alors, on te dit que les positions du centre M d'un palais de hockey sont enregistrées toutes les 30 millisecondes. 3 questions te sont alors posées, de définir le système étudié et le référentiel d'étude,
de calculer la valeur de la vitesse moyenne du système, puis de représenter le vecteur vitesse V2. Il fallait justifier ton travail et donner l'échelle utilisée. Alors, on a ici une chronophotographie du mouvement d'un palais de hockey. Et entre chaque point, il y a, pour aller du point M1 au point M2, il y a eu 30 millisecondes. Et j'en profite pour dire ici qu'il y a une échelle qui nous est donnée, c'est bien une échelle de distance, ça veut dire que 1 cm sur le document, ça représente une distance de 50 cm dans la réalité. Alors, on est parti. Définir le système étudié et le référentiel d'étude. Donc, quel est l'objet étudié et sous quel point de vue? En gros, c'est ça la question. Donc, l'objet étudié, c'était le palais de hockey dans le référentiel terrestre. C'est-à-dire, en gros, le référentiel terrestre, c'est le référentiel du sol de la Terre. C'est comme si j'étais un spectateur fixe par rapport au sol et puis je regarde le palais de hockey. Deuxième question, il fallait calculer la valeur de la vitesse moyenne du système. Qu'est-ce que la vitesse moyenne du système? Alors, une vitesse, c'est une distance parcourue pendant une certaine durée, pendant un temps de parcours. Là, vu qu'on a une vitesse moyenne, eh bien, on va prendre la distance totale. Et on va diviser par le temps mis par le palais de hockey pour aller du point M1 au point M7. Donc, la vitesse, ça va être la distance M1, M7, et le temps de parcours, c'est pour aller du point 1 au point 7. Alors, pour aller du point 1 au point 7, ici, on a fait une fois delta t, 2 fois delta t, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois delta t. Donc, c'est bien la distance M1 à M7 sur 6 fois delta t, et j'ai vu plusieurs fois 7 fois delta t. Donc là, c'est une erreur. C'est dommage de faire une bêtise comme ça. Simplement en comptant, on y arrive. Alors, maintenant, comment est-ce que je fais pour déterminer la distance M1, M7? Eh bien, je vais prendre ma règle et je mesure, alors sur la feuille, M1, M7, eh bien, sur ma feuille, c'était 13,3 cm. Et on me donne une échelle. Je sais que 1 cm sur la feuille, ça représente 50 cm dans la réalité. Donc 13,3 cm, ça va représenter 13,3 fois 50, c'est-à-dire 665 cm ou alors 6,65 mètres. Delta t. Delta t, on me dit que c'est 30 millisecondes. Je le mets en secondes parce que j'ai envie d'exprimer ma vitesse en mètres par seconde, comme elle s'exprime habituellement. 30 millisecondes, c'est 0,030 secondes. Et maintenant, eh bien, j'ai bien la distance parcourue et je peux calculer le temps de parcours. Et quand je fais l'application numérique, c'est-à-dire la distance parcourue 6,65 mètres divisé par 6 fois delta t, eh bien je trouve 37 mètres par seconde. Mètres parce que j'avais bien exprimé ma distance en mètres et par seconde puisque j'avais exprimé la durée du parcours en secondes. Donc on a une vitesse moyenne de 37 mètres par seconde. Ça fait peut-être beaucoup, mais bon, c'est ainsi. Ensuite, on te demande de représenter le vecteur vitesse V2, de justifier ton travail et de donner l'échelle utilisée. Donc par définition, quand on veut calculer un vecteur vitesse ou représenter surtout un vecteur vitesse, bien déjà on donne sa définition. Le vecteur vitesse V2, par définition, c'est le vecteur M2, M3, donc la position 2, la position d'après, divisé par le temps entre T3 et T2, c'est-à-dire le temps mis par le palais de hockey pour aller du point 2 au point 3. Ce qui veut dire que ça fait le vecteur M2, M3 divisé par delta t.
Cette expression, ça va nous permettre d'avoir la direction du vecteur vitesse, ça va être la direction du vecteur M2, M3, le sens du vecteur vitesse, eh bien comme M2, M3, c'est-à-dire de M2 vers M3, et ça va nous permettre aussi d'avoir la norme du vecteur vitesse. Et pour calculer la norme du vecteur vitesse, eh bien le vecteur vitesse, la norme du vecteur vitesse V2, c'est M2, M3 sur delta t. Bon, j'ai juste enlevé le vecteur. Alors, comment j'ai fait pour trouver 1,15 divisé par 0,03? Je l'explique juste en dessous. Je mesure M2, M3 avec la règle et je trouve 2,3 cm. Or, je sais que 1 cm sur la feuille, ça représente 50 cm dans la réalité. Donc, 2,3 cm, eh bien, ça va représenter 2,3 fois 50, c'est-à-dire 115 cm, soit à peu près 1,15 m. Donc je remplace M2, M3 par 1,15 m. Delta T, ça m'a été donné au début de l'énoncé. On sait que delta T, c'est 30 millisecondes, soit 0,030 secondes. Et quand je fais le calcul, je trouve 38 mètres par seconde. Donc maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir représenter le vecteur, quasiment tout. J'ai la direction, suivant la droite M2, M3, j'ai le sens de M2 vers M3 et j'ai la norme 38 mètres par seconde. Maintenant, il va falloir que je représente un vecteur. Donc, il va falloir que je donne une échelle. Je ne peux pas utiliser celle-ci. Celle-ci, c'est une échelle de distance. Il me faut une échelle de vitesse, c'est-à-dire 1 cm sur ma feuille va représenter une vitesse et non une distance. Je propose de prendre 1 cm sur la feuille représente 10 mètres par seconde. Moi, je veux représenter un vecteur dont la valeur est de 38 mètres par seconde. Donc, je vais tracer un vecteur de 3,8 cm. Et le voici. Donc, pour représenter V2, je l'applique au point M2 et je fais donc un vecteur qui a bien une direction et un sens suivant le vecteur M2, M3. Le quatrième exercice, donc qui est similaire au troisième, porte sur l'assise d'une moto, donc le siège d'une moto. La chronophotographie suivante représente les positions successives d'un point G de l'assise d'une moto prises à des intervalles de temps égaux, delta t égale 800 millisecondes. Et voici la chronophotographie de l'assise de la moto. Et on te pose 3 questions. Première question, de définir le système étudié et le référentiel d'étude. Deuxième question, de calculer la valeur de la vitesse moyenne du système. Et troisième question, de représenter un vecteur vitesse, V5, de justifier ton travail et de donner l'échelle utilisée. Alors, quand on te demande de définir le système étudié et le référentiel d'étude, en gros, c'est quel est l'objet étudié et sous quel point de vue. Donc, l'objet étudié, eh bien, c'était l'assise de la moto. Et sous quel point de vue? Eh bien, c'est sous le point de vue du sol. Et le point de vue du sol, on appelle ça le référentiel terrestre. Alors, le point de vue du sol, sans prendre en compte la rotation de la Terre. En gros, c'est ça, ce qu'il y a derrière le référentiel terrestre. On te demande de calculer la valeur de la vitesse moyenne du système, donc la valeur de la vitesse moyenne de l'assise de la moto. Alors, pour calculer une vitesse, eh bien une vitesse, c'est une distance parcourue divisée par un temps de parcours. Vu que c'est une vitesse moyenne, eh bien je vais prendre la distance totale, c'est-à-dire G1, G6. Et je vais diviser par le temps de parcours, donc le temps mis par la moto pour aller du point G1 au point G6. Donc c'est ce que j'ai mis. La vitesse moyenne, c'est bien G1, G6 sur le temps mis par la moto pour aller du point 1 au point 6. On sait que pour aller du point 1 au point 2, ça fait une fois delta t. Pour aller du point 2 au point 3, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et enfin une cinquième fois. Donc,
La vitesse moyenne, ça va être la distance G1, G6 sur 5 fois delta t. Comment faire pour trouver G1, G6? Je vais utiliser la feuille et je vais aussi utiliser l'échelle qui m'a été donnée. Alors, quand je mesure G1, G5, à la règle, je trouve 13,9 cm. Et j'ai mesuré aussi G1, G4. Et quand j'ai mesuré G1, G4 à la règle, j'ai trouvé 5 cm. Or, je sais que 5 cm sur la feuille, eh bien, ça représente 14 mètres dans la réalité. Donc, comment est-ce que je fais pour trouver la vraie distance G1, G6? Eh bien, tout simplement, je fais un produit en croix. Ça veut dire que je fais 13,9 fois 14 divisé par 5 et je trouve 39 mètres. Donc, la distance parcourue par la moto, G1 à G6, eh bien, ça fait 39 mètres. Maintenant, delta t. Delta t, ça a été donné dans l'énoncé, c'est 800 millisecondes. Et moi, j'aimerais avoir une vitesse en mètres par seconde, puisque ce sont les unités du système international. Et 800 millisecondes, eh bien, c'est 0,800 secondes. Et là, j'ai tout pour pouvoir calculer la vitesse moyenne. G1, G6, c'est 14 mètres sur 5 fois delta t, donc 5 fois 0,800 secondes, je trouve 9,8 mètres par seconde. Mètres parce que j'avais exprimé ma distance en mètres et par seconde puisque j'avais exprimé le temps en secondes. On te demande maintenant de représenter le vecteur vitesse V5, de justifier ton travail et de donner l'échelle utilisée. Alors, pour représenter un vecteur vitesse, eh bien, il faut le définir. Le vecteur vitesse V5, par définition, enfin c'est ce que je t'ai appris, eh bien, c'est le vecteur G5, G6 divisé par le temps qu'a mis la moto pour aller du point 5 au point 6. Donc, c'est le vecteur G5, G6 sur delta t. Qu'est-ce que ça va nous donner comme information, cette définition? Cette définition, eh bien, ça va nous dire que si je veux tracer, c'est le cas, le vecteur V5, il va être selon la direction et le sens du vecteur G5, G6. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il suivra la droite G5, G6 et qu'il ira de G5 vers G6. Maintenant, je dois trouver sa norme, je dois trouver la valeur de V5. Pour trouver la valeur de V5, eh bien, V5, c'est tout simplement G5, G6 sur delta t. Pour passer de cette expression à celle-ci, j'ai tout simplement enlevé les flèches, j'ai enlevé les vecteurs. Alors, comment j'ai fait pour trouver G5, G6? Eh bien, j'ai mesuré G5, G6 à la règle, j'ai trouvé 5 cm. Et je sais que G1, G4, eh bien, à la règle, c'est également 5 cm et que ça représente 14 mètres dans la réalité. Donc là, j'ai même pas un produit en croix à faire, c'est évident. G5, G6, si c'est 5 cm sur la feuille, c'est aussi 14 mètres dans la réalité. Donc c'est pour ça j'ai remplacé 14 mètres sur delta t. Delta t, c'était 800 millisecondes. On a vu que ça faisait 0,800 secondes. Et quand on fait la division, on trouve 17,5 mètres par seconde. Donc maintenant, j'ai, on va dire, quasiment toutes les informations pour pouvoir représenter le vecteur vitesse V5. Autrement dit, j'ai sa direction selon la droite G5, G6, j'ai son sens de G5 vers G6 et j'ai sa norme 17,5 mètres par seconde. Il me reste plus qu'à donner une échelle, à définir une échelle pour pouvoir tracer mon vecteur. Eh bien, tout simplement, je ne vais pas m'embêter. Je prends comme échelle 1 cm sur la feuille, et bien ça va représenter 17,5
mètres par seconde. Donc je vais tout simplement tracer un vecteur de 1 cm. Et ce vecteur, eh bien le voici. Si c'est le vecteur V5, je pars du point G5, je suis bien la direction de G5, G6 et je vais bien de G5 vers G6. Voilà, j'espère que je t'ai aidé avec ces 4 exercices.